Salut Kim, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je suis très heureux de participer à cette interview pour ta chaîne YouTube et très heureux de faire suivre à d'aussi excellents auteurs. J'en suis très honoré. Et puis un grand merci en tout cas d'avoir ce genre d'initiative, c'est vraiment sympa. Donc on se lance. De quoi parlent Les Limbes? Alors Les Limbes est un thriller fantastique qui se déroule en 1970. On suit le parcours d'une jeune recrue qui s'appelle James Hawkins et qui en fait, suite à un assaut, va prendre une balle dans le crâne et va passer un mois dans le coma. Durant cette période, il va vivre des choses assez troubles, confuses. À son réveil, dans un hôpital de Saigon, il va avoir la sensation d'avoir développé une sorte d'aptitude. À chaque fois qu'il s'endort, il a cette sensation de pouvoir visiter les rêves, ou plutôt les cauchemars des autres patients, des autres blessés de l'hôpital. Il va d'abord croire qu'il déraille, qu'il devient fou, et puis rapidement, il va se rendre compte que tout ça est vrai, en tout cas qu'il se passe quelque chose. Rapatrié aux États-Unis, paniqué, il va tout faire pendant un an pour effacer cette aptitude, pour la résorber, en prenant des médicaments et en faisant en sorte de travailler un maximum pour ne pas avoir à dormir, ne pas avoir à rêver. Et puis un jour, on vient frapper à sa porte. C'est un ancien frère d'armes, Nate Irving, qui vient le chercher pour participer à un projet top secret qui s'appelle Les Limbes, direction l'Alaska, pour donc intégrer une équipe scientifique avec un projet chapeauté par la CIA, dans lequel il va se retrouver avec d'autres éveillés comme lui qui ont la même faculté que lui. Et donc il va essayer de travailler sur ses aptitudes et finalement ils vont rapidement se rendre compte que non seulement ils peuvent visiter les rêves des autres, mais aussi également en prendre le contrôle. Mais malheureusement, certaines portes devraient rester fermées. James et tous ses acolytes, les autres scientifiques, vont rapidement se rendre compte à leur dépens. Pour quelles raisons j'écris? Alors moi, l'écriture est quelque chose qui m'habite depuis une vingtaine d'années maintenant, qui a mis du temps à se manifester sous sa forme définitive, c'est-à-dire le roman. En fait, je réalise maintenant a posteriori, maintenant que j'y repense, que j'ai toujours voulu écrire, que j'ai toujours voulu raconter des histoires, aimer raconter des histoires depuis que j'étais tout gamin, et que avant de partir en vacances, je préparais des missions d'agents secrets quand j'avais 8-10 ans, des pages et des pages de missions, et qui ne servaient évidemment jamais, hein, et donc, mais c'était moi ce qui me plaisait finalement le plus, c'était la préparation de mes aventures, créer des bases avec mes jouets, mes Big G, mes G.I. Joe pour ceux qui connaissent, plutôt que jouer vraiment en fait, c'est ça qui est bizarre. Et ensuite j'ai fait des études de cinéma, donc j'ai plutôt écrit des scénarios, des choses comme ça, des pièces de théâtre, et puis finalement je suis arrivé assez tard vers l'écriture de romans. Ça me faisait peur d'abord le roman parce que c'est long, c'est complexe, c'est ambitieux, il faut tenir la distance, il faut tenir son récit longtemps, et puis finalement j'ai trouvé dans Les Limbes le terreau qu'il me fallait pour me lancer. Mais alors du coup, je n'ai pas répondu vraiment à la question, hein. Pour quelles raisons j'écris? J'écris parce que j'en ai besoin, parce que c'est vital, comme je pense pas mal d'écrivains. Ça a été longtemps une passion, parce que j'avais un travail, j'étais journaliste pendant longtemps. C'était mon bonus, quoi, ce que je faisais à côté comme ça, et qui m'emplissait de plaisir, qui m'épanouissait complètement. Et puis maintenant, aujourd'hui, j'en vis, je ne fais que ça, et donc c'est mon quotidien, et c'est hyper important pour moi, quoi. C'est mon équilibre. Pourquoi est-ce qu'on écrit? Haha, vaste question, vaste problème. Je pense que j'aurais du mal à y répondre, en fait. Très très bonne question. Sur Les Limbes notamment, c'était l'une de mes problématiques centrales. Je voulais vraiment que l'histoire soit le héros de l'aventure, que le lecteur, la lectrice soit entraîné dans un rythme frénétique, qu'il ne les lâche jamais. Et j'avais vraiment cette envie qu'on ne sache jamais sur quel pied danser, qu'on ne sache jamais à quoi s'attendre dans le prochain chapitre, dans les prochaines lignes. Donc il y a beaucoup de cassures de rythme, beaucoup aussi de changements d'ambiance dans Les Limbes. Et c'était vraiment quelque chose que je revendiquais. Ensuite, en effet, moi j'aime bien travailler le rythme avec en effet des cliffhangers en fin de chapitre. Enfin tout ça c'est des petites mécaniques, des petites recettes qu'on a tous un petit peu. Mais moi ce que je voulais vraiment c'est aussi effacer au maximum on va dire l'écrivain pour plonger directement le lecteur dans le récit. Donc moi j'ai utilisé, comme dans tous mes bouquins en fait, la première personne, c'est-à-dire qu'on se retrouve à vivre avec James à la première personne sa découverte des limbes. Donc ce que j'aime bien c'est qu'on est au même niveau d'information
que le héros, que le narrateur, et du coup je trouve que ça crée vraiment des enjeux et une vraie immersion en tout cas de la lecture. Et puis voilà, et moi ce que j'aime vraiment c'est les cassures de rythme. J'aime les livres, les séries, les films qui me transportent et dans lesquels je ne sais pas à quoi m'attendre, et c'est vraiment ce que j'ai voulu offrir avec les limbes. J'espère que c'est réussi, je croise les doigts. Oui, absolument. J'en discute souvent avec d'autres auteurs. On a tous un peu notre petite recette pour préparer notre soupe d'écriture. Certains écrivent leur roman en n'ayant qu'une vague idée de la fin, ou qu'une idée du départ, ou qu'une image qui leur vient en tête. Moi, je fais plutôt partie d'une autre école. Moi, j'ai besoin, en tout cas, quand je me lance dans l'écriture d'un bouquin, d'avoir vraiment une structure assez établie en tête. Donc, je passe beaucoup de temps en amont à travailler la structure, la psychologie des personnages, ce genre de choses. Je fais une sorte de plan assez détaillé que je mets en fait à la fin de mon Word, où je prends des notes à côté, et je me lance. Mais par contre, c'est vrai qu'à côté de ça, même si c'est assez structuré, surtout pour un livre comme Les Limbes, qui a une structure très complexe, avec énormément de données, on va dire, scientifiques, historiques et tout ça, j'avais besoin vraiment d'avoir quelque chose d'assez établi. Mais c'est vrai que je me ménage quand même une vraie latitude de liberté, c'est quelque chose que j'aime. C'est qu'en effet, je réalise aussi qu'il faut laisser l'improvisation, il faut laisser ces personnages se raconter, leur laisser aussi le temps d'exister et ne pas avoir tout prévu à l'avance. Et je réalise souvent, et c'est le cas des Limbes, que certains chapitres qui sont nés très tard en fait dans l'écriture sont parfois, en tout cas les meilleurs, ou vraiment apportent énormément au récit et au rythme. Donc voilà, moi je suis pas quelqu'un, voilà, je suis dans un entre-deux. On va dire 70% de structure établie, puis 30% d'improvisation, et voilà, donc ça fait beaucoup de pourcentage, et c'est un petit peu peut-être austère, mais bon, c'est comme ça. Ah, le cinéma, oui, oui, bien sûr. Alors oui, et tu l'auras compris, moi je suis quand même un passionné de cinéma, j'ai fait des longues études de cinéma. Voilà, j'aime beaucoup les films, j'aime beaucoup aujourd'hui ce qui se passe aussi en série. Donc évidemment, je rêverais qu'un jour un de mes romans soit adapté au cinéma. Maintenant, je sais aussi que c'est un milieu qui est très difficile à approcher, que les projets mettent beaucoup de temps à se concrétiser, qu'il y a beaucoup de paroles et peu de concrétisation, que je pense que si on dit souvent qu'un livre marche, c'est un miracle, pour qu'un film se fasse, c'est même plus un miracle, c'est carrément inespéré, c'est avoir l'euro million. Donc c'est très très rare, mais en tout cas, oui, aujourd'hui, il se passe des choses autour des Limbes. J'ai la chance d'avoir un agent qui me représente et qui essaye de défendre le projet, le livre, auprès de maisons de production. Ça bouge pas mal, donc on croise les doigts. Moi j'ai un peu du mal à y croire parce que je pense que c'est un projet un peu fou. Mais on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, je laisse faire. C'est pas mon domaine, c'est pas mon univers. Moi, je continue à écrire mes bouquins tranquille, et puis on verra ce qui se passera. Alors, ta deuxième question concernant le cinéma, c'était donc quel réalisateur pourrait porter les Limbes au cinéma. Wow, 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 vaste question. Alors moi, il est vrai que j'ai toujours pensé les Limbes comme un hommage, une vraie déclaration d'amour à tous ces écrivains, ces cinéastes qui m'ont fait rêver, qui m'ont porté, et qui ont fait de moi celui que je suis, et en fait qui ont pas mal développé mes goûts, quoi. Donc c'est vrai que quand j'écrivais ce roman, j'ai beaucoup pensé à Stephen King, Michael Crichton, Dan Simmons, et plus loin encore un écrivain comme Lovecraft. En termes de cinéaste, évidemment, il y a des petits clins d'œil, des hommages à John Carpenter, à Wes Craven. Donc je te dirais que si je voulais les Limbes au cinéma, j'aurais rêvé d'un John Carpenter d'il y a 30 ans, hein, vraiment de l'époque The Thing, et puis peut-être un peu jusqu'à l'Antre de la folie. Ou alors aujourd'hui, pour un contemporain, j'aime bien ce que fait Denis Villeneuve, pour tout le côté très atmosphérique. Malheureusement, j'aurais aimé que ça soit son compositeur Johan Johansson qui fasse la BO des Limbes, parce que j'ai beaucoup écrit en écoutant ce magnifique compositeur, mais il est décédé. Donc voilà, Denis Villeneuve. Qui d'autre aujourd'hui pourrait... le réalisateur de ça, que j'ai trouvé que l'adaptation de ça était assez exceptionnelle. Voilà, et puis moi, même, tu sais, plus largement, je crois que ce que j'aimerais,
c'est que ça soit peut-être même quelqu'un que je connaisse pas. Parce que Les Limbes, il y a quelque chose qui est assez magique avec ce bouquin, c'est que c'est mon premier livre, c'est le premier livre de ma maison d'édition de Saxus. Donc ça pourrait être drôle aussi, pourquoi pas que ça soit un premier film d'un jeune réalisateur, ou en tout cas d'un réalisateur qui a fait peut-être des courts-métrages ou des publicités avant. Et ça bouclerait la boucle, quoi. Ça serait sympa, je trouve. La musique, pendant que je travaille, la musique c'est capital pour moi, c'est un peu ma kryptonite. Je pense que si on retirait la musique, je pourrais pas écrire du tout. J'en ai besoin, je me suis construit dans mon rapport à l'écriture comme ça, c'est-à-dire qu'avant, quand j'écrivais, quand je travaillais, moi j'écrivais beaucoup dans les transports en commun, et pour entrer dans mon univers, j'avais besoin d'avoir mon casque, mon iPod, j'avais un vieil iPod à l'ancienne avec tous mes morceaux dessus, et je m'étais vraiment créé des playlists en fonction de mes différents projets, donc pour avoir un peu une couleur musicale en fonction de ce que j'écrivais. Et aujourd'hui ça continue, c'est-à-dire que je passe ma vie sur Deezer, j'ai des playlists très spécifiques en fonction de mes projets. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que je vois la couleur que va prendre mon livre aussi en fonction des musiques que je me mets à écouter au fur et à mesure. Donc par exemple, sur Les Limbes, on était vraiment sur des choses assez lourdes, musique de film, Hans Zimmer, Johan Johansson, et puis aussi un petit peu d'Olafur Arnalds, qui est le compositeur entre autres de Broadchurch. Et voilà, ça dépend des projets. Sur d'autres livres, j'ai été beaucoup plus sur de la folk, des choses un peu plus mélancoliques. Mais oui, la musique est impérative. Certains morceaux, quand je suis dans une phase d'écriture un peu importante, je les écoute en boucle. Il y a des morceaux que j'écoute en boucle 10-15 fois. Donc heureusement que je suis tout seul quand je bosse, parce que je pense que les gens se deviendraient fous. Mais ouais, non, c'est mon univers, la musique est impérative. D'ailleurs, j'aimerais bien m'amuser peut-être dans un prochain livre, de mettre vraiment la playlist à la fin, la playlist idéale pour lire mes bouquins. En tout cas, je l'avais fait sur les réseaux sociaux, je partage souvent les morceaux qui m'accompagnent. Voilà. Quelle est ma méthode de travail du coup? C'était la deuxième partie de ta question. Ma méthode de travail, alors moi je suis pas vraiment un écrivain maudit, hein. Je vais casser un peu le mythe, je suis pas quelqu'un qui se lève au milieu de la nuit avec une idée, qui va se mettre à écrire en pleine nuit, porté par son envie. Non, moi je suis plutôt un écrivain, on va dire, un peu. J'ai besoin de structure, mais ça fait maintenant une grosse année que je me consacre uniquement à l'écriture. Donc très rapidement pour moi c'est impératif de m'imposer un planning, une organisation très claire. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, moi j'écris le matin, on va dire, de 9-10 heures jusqu'à 14-15 heures. Je mange, et puis je retravaille l'après-midi. Ma méthode de travail, je réalise déjà que je suis plus productif en termes d'écriture pure le matin. Pourquoi? Je sais pas. J'ai souvent l'impression que c'est là que j'écris le mieux. L'après-midi est souvent consacré par exemple à la réécriture ou de la documentation. Par contre, oui, j'ai l'impression que j'ai quand même une méthode, c'est-à-dire qu'en gros, chaque fois que je me remets sur l'écriture, chaque matin, quand je m'y remets, je relis ce que j'ai écrit la veille. Donc j'ai une sorte d'approche un peu comme des ressacs, comme une marée. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire qu'en gros, je repasse sans cesse sur ce que j'ai écrit précédemment. Donc ça me permet de me remettre dans l'ambiance du chapitre auquel j'en étais, ou du personnage que j'approchais, de me replonger dans sa psychologie, et puis tout simplement de réécrire, de retravailler ce que j'ai écrit la veille, parce que moi j'écris vraiment avec une sorte de premier jet, où je fais pas tant que ça attention aux coquilles, aux fautes, et comme ça me permet dès le lendemain de refaire une première relecture, et ainsi de suite. Donc ça me permet déjà, une fois que j'ai fini mon roman, d'avoir déjà quelque part virtuellement 2-3 relectures. Alors oui, moi j'ancre tous mes récits dans le réel, d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être mon passif de journaliste, mais en tout cas j'ai besoin d'un certain réel pour écrire mes fantaisies. Voilà, donc en fait ce qui est drôle avec Les Limbes, c'est que dans Les Limbes, tout est vrai et tout est faux, quoi. Et ça, je me suis vraiment amusé à ça. Pour moi, c'est un des enjeux aussi du livre. J'adore ces livres, ces séries, ces films où comment dire, le spectacle, l'expérience ne s'arrête pas au simple fait de regarder, de lire le livre ou le film. En fait, j'aime quand ça se poursuit, quand ça va un peu plus loin. Donc moi, j'aime qu'il y ait un côté un peu ludique aussi à la lecture. Donc par exemple, typiquement pour Les Limbes, ce qui était génial, c'est que j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de documentation, et ce que j'aime, une des plus belles récompenses que je peux avoir, c'est quand des lectrices, des lecteurs me disent:
mais moi j'ai passé mon temps sur votre livre, aller sur Google à vérifier, et j'ai vu que tout ça c'était vrai, que ça aussi c'était vrai. Et donc ça j'adore, parce que je trouve que du coup l'expérience se construit d'autant plus s'il y a un jeu comme ça qui se crée avec le lecteur, où il essaye d'aller vérifier les sources, vérifier les informations. Je trouve qu'il y a vraiment un côté assez génial où le lecteur, la lectrice se réapproprie aussi un petit peu l'histoire. Donc c'est top. Et en effet, moi, dans les limbes, vu qu'on traite pas mal du rêve, moi ce que j'aimais avec le rêve, c'est que c'est un terreau assez génial de narration pour créer et poser une histoire, parce qu'en effet, même si on passe 30% de sa vie à dormir, le rêve reste encore profondément mystérieux, on ne sait pas vraiment ce qui se déroule, tout est encore assez flou malgré les éminents travaux de neurologues, de psychanalystes ou quoi, ça reste assez flou, quoi. On sait qu'on rêve tous, que c'est essentiel à notre vie. Il a été fait des expériences qui tendent à prouver que si jamais on prive quelqu'un du sommeil et du rêve, il meurt, ou en tout cas il devient très rapidement fou en moins d'une dizaine de jours. Donc voilà, donc déjà moi tout ça m'interpellait, donc d'abord tout on va dire ce background scientifique m'a un peu nourri, j'en parle un petit peu dans le roman, et puis plus largement il y a aussi tout le rapport mythologique historique au rêve qui m'a vraiment fasciné, c'est-à-dire que plus je creusais, plus je découvrais des choses incroyables, et donc même moi surtout moi d'abord, j'avais l'impression d'apprendre plein de trucs passionnants, donc j'ai essayé de les transmettre un petit peu, notamment en effet le rapport des peuples, on va dire primitifs, au rêve. On réalise que beaucoup de peuplades primitives ont un rapport très marqué, très ancré au rêve. C'est le cas par exemple notamment des aborigènes qui ont une sorte de monde du rêve qui s'appelle Jukurpa, qui coexiste au nôtre dans leur culture, et en fait dans lequel une autre entité d'eux-mêmes, une d'âme ou une sorte de corps astral coexiste. Et c'est le monde du rêve, il y a plein d'autres choses comme ça qui sont fascinantes, il existe des ethnies qui se dessinent et qui vivent leur vie plus par rapport à ce qu'ils vivent dans leur vie nocturne que dans leur vie diurne, c'est-à-dire qu'ils résolvent leurs conflits, ils trouvent les réponses à leurs questions, à leurs problématiques à travers les rêves et leur sommeil, c'est fou. J'ai découvert aussi par exemple que il y a aussi ça chez les Séminoles, c'est d'autres peuples. Il y a aussi ça dans certaines peuplades aussi en Indonésie, que même nous dans notre propre histoire, enfin la culture on va dire méditerranéenne, européenne, il existait les temples d'Esculape, il existait plusieurs centaines de temples d'Esculape il y a des milliers d'années, qui faisaient donc tout le tour de la Méditerranée, il y en avait je crois 200, et dans lesquels en fait les gens allaient se recueillir, passer une nuit pour essayer d'avoir des rêves lucides, en fait, avoir des réponses à leurs questions dans les rêves. Donc c'est fou, tout ça m'a nourri. Je parle pas spécialement de tout dans le bouquin, mais ça me permet de construire un background hyper puissant. Ensuite, oui, bien sûr, il y a des vrais personnages, ce qui est le cas dans les limbes, c'est que je parle d'un personnage qui est clé dans les limbes, dans la mythologie des limbes, s'appelle Geronimo de Aguilar, qui est un moine franciscain, et c'est quelqu'un qui a vraiment existé, qui en gros qui accompagnait les conquistadors à la découverte de l'Amérique du Sud, qui lui, à la base, sa mission, c'était un missionnaire, hein, donc il était censé, on va dire, convertir les indigènes à la culture religieuse, à la culture catholique, pardon. Mais rapidement, a priori, il a été assez révolté par ce qu'il voyait, par la violence et les choses qui se passaient avec les conquistadors, et il a essayé de parler de ça, mais sa caravelle, tout ça c'est vrai, hein, sa caravelle s'est échouée, je crois, au large, je sais plus où, voilà, c'est un peu loin, du Yucatan, pardon, au large du Yucatan, et il a disparu pendant une dizaine d'années. Et on l'a retrouvé, c'est vrai, 10 ans après, dans l'une des grandes capitales mayas, auprès de Nashan Khan, qui était l'un des grands seigneurs mayas, et il était devenu quasiment son bras droit, en tout cas un de ses conseillers. Il a failli être tué par les conquistadors, mais il s'est mis à parler espagnol au dernier moment. Et donc voilà, et moi en fait, je construis une part de la mythologie des Lindes sur ces 10 ans, sur ce qui s'est passé pendant ces 10 ans quand il était justement prisonnier, ou en tout cas auprès des Mayas. C'est une question folle. Il y a tellement de livres qui m'ont marqué, qui m'ont porté, qui m'ont habité, qui m'ont accompagné, que c'est difficile de se dire lequel j'aurais aimé écrire. Là comme ça, je pense à 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, qui pour moi est un livre-monde
qui porte toutes les émotions humaines en lui et tout ce qu'il y a de beau, de fou, de sensible, parfois d'horrible, l'homme. C'est une fresque surréaliste magnifique, enfin qui m'a complètement bouleversé. Je pense aussi à des bouquins comme La vie devant soi, pareil, qui m'a aussi de Émile Ajar / Romain Gary, parce que j'ai trouvé ça génial qu'un auteur se réinvente à l'âge qu'il avait, se mette à écrire, un auteur aussi brillant que lui, aussi estimé que lui, se mette à écrire dans la peau d'un petit gamin, Momo, qui est un fils on peut le dire de pute, puisque c'est le cas de le dire, et qui réussit à écrire, ce qui est très dur, c'est un exercice, je le sais, parce que moi j'ai essayé moi-même, d'écrire dans la peau d'un gamin de 9 ans, je crois, et qui récite brillamment, chaque phrase est un bijou, et ça pue, ça transpire la vérité, c'est trop beau. Il y en a tellement des livres. Je voyais ton interview de Franck Tillier. Franck Tillier parlait très justement de ça, de Stephen King. Moi, c'est pareil, ça. C'est une série de bouquins qui m'a quand même aussi tellement marqué quand j'étais jeune et à la fois parce que ça dit énormément de choses derrière l'horreur, derrière le pur rythme et derrière l'extraordinaire mécanique que met en place Stephen King. Ça dit tellement de choses sur l'enfance, sur la fin de l'enfance, sur le temps qui passe, sur les rêves échoués. Voilà, c'est un super beau livre aussi, mais bon, voilà, je pourrais t'en donner plein, donc je m'arrête là. Alors, l'écriture inclusive, très honnêtement, je suis un peu mal placé pour répondre à ça, et surtout, je ne sais pas si je peux avoir une réflexion là-dessus, parce que moi, très honnêtement, la question ne se pose pas, en tout cas pour moi en tant qu'auteur, je pense que c'est le cas de pas mal d'auteurs aussi, puisque nous, quand nous écrivons des livres où on place nos personnages, on essaie de se placer au cœur de nos personnages, d'être le plus fidèle, le plus sincère envers eux. Moi, je pense que la sincérité est au cœur de tout process d'écriture. Donc du coup, moi, quand j'écris un personnage, quel qu'il soit, un homme, une femme, un enfant, j'essaie d'être vraiment sincère avec lui. Donc quand je le transpose, j'écris tout le temps la première personne, donc moi la question se pose pas, puisque si j'écris entre guillemets dans la peau d'une femme, je ferai tous les accords. J'aurais tendance à dire que, je sais pas, ça risque de gêner un peu, mais peut-être que pour moi c'est un peu un faux problème. Je sais pas si c'est vraiment un combat qui est prioritaire aujourd'hui, l'écriture inclusive. A priori, pour certaines personnes ça l'est, très bien pour elles. Maintenant, je pense que l'égalité homme-femme a d'autres priorités. Je veux dire, redonner la place que méritent les femmes dans notre société. Il y a d'autres combats qui sont prioritaires que l'écriture inclusive, selon moi. Donc, par exemple, c'est l'égalité salariale, une plus belle représentation des femmes au poste de direction des sociétés, au poste politique, au poste, moi, je suis pour que les femmes dirigent le monde, ça me va très bien. Je pense qu'on serait mieux tous. Mais en tout cas, l'écriture inclusive, voilà, peut-être dans tout ce qui est documents administratifs, ça peut être bien, pour ne pas exclure. Mais pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que pour moi, l'écriture n'exclut pas, l'écriture rassemble, l'écriture ouvre, l'écriture, la lecture, voilà, j'ai un peu du mal avec cette réflexion d'écriture inclusive qui en plus, de manière très pragmatique, je trouve, coupe la lecture, donc je me verrais très mal écrire ou lire un bouquin en écriture inclusive parce que je trouve que ça exclut complètement le lecteur, ça fracasse même l'immersion, donc voilà, je suis un peu mesuré sur cette écriture inclusive. Moi, ça va être compliqué d'en parler parce que je suis un tout jeune, même si ça se voit pas trop, auteur dans le monde de l'édition. Ça ne fait que 1 an et demi, 2 ans que je bosse vraiment avec un éditeur, avec un distributeur, avec des libraires et tout ça. Moi, pour l'instant, c'est un petit peu la lune de miel, quoi. C'est-à-dire que tout se passe bien. Je suis très heureux d'abord de ma relation avec mon éditeur. C'est vraiment... J'ai pris le temps de trouver un éditeur qui me convenait et j'en suis très heureux aujourd'hui parce qu'on a une relation de confiance, j'aime son dynamisme et tout ça, donc ça se passe plutôt bien. Pareil avec mon distributeur Interforum, le distributeur de mon éditeur de Saxus, c'est super. Voilà, moi ça va très bien. Les libraires, je suis hyper heureux de les rencontrer, ils me soutiennent vachement sur les limbes. Globalement, tout va bien. Par contre, oui, en effet, qu'est-ce que je vois ? Moi, il y a peut-être 2 choses qui me chagrinent un peu aujourd'hui dans le monde de l'édition. C'est en effet le statut des auteurs. Il y a un flou artistique assez hallucinant autour de ce qu'est un auteur aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment en termes d'imposition, en termes d'assurance, de sécurité sociale, tout est très flou, c'est-à-dire qu'on dit tout et son contraire. Pour un auteur qui se lance, c'est assez impossible de comprendre réellement comment il peut en vivre, comment il peut exister, parce que c'est très flou. Et malheureusement, ce qu'on voit arriver en effet avec les nouvelles mesures,
n'est pas très engageant et n'est pas très rassurant pour l'avenir des auteurs, qui est déjà un choix de vie qui est précaire. Alors certes, c'est des gens qui sont passionnés, on est tous passionnés, mais c'est aussi un métier pour certaines personnes d'entre nous. Et donc ça serait bien de le défendre. L'autre problème aussi, plus largement, sur l'édition, c'est peut-être je suis un petit peu fatigué, comme d'autres auteurs, des guéguerres de chapelle. J'aimerais bien que, comme c'est le cas en tout cas moi de ce que j'en ai vu dans le monde du polar, qu'il y a un petit peu une fraternité entre les gens de l'édition et les auteurs. Moi, ce que j'aime en tout cas dans le monde du polar, les salons, les rencontres que j'ai pu faire avec les autres auteurs, c'est qu'il n'y a pas du tout de concurrence. Il y a une vraie entraide, un vrai soutien, une vraie ambiance assez amicale et une vraie ouverture d'esprit. Je trouve que c'est pas toujours le cas, en tout cas avec les éditeurs aujourd'hui. Je trouve qu'en France, on est quand même assez... même si ça commence à bouger, le genre, en tout cas moi je parle du genre, parce que moi c'est ce que j'écris, du noir, du thriller, du fantastique, je trouve qu'il y a encore un côté un petit peu frileux. Les éditeurs n'osent pas soutenir certains auteurs, certains romans un peu différents, notamment le fantastique. C'est très dur de faire un livre fantastique en France aujourd'hui, et contrairement à d'autres pays comme l'Angleterre, les États-Unis. Donc je trouve que ça serait bien de faire un peu bouger les lignes là-dessus, parce que quand on voit ce qui est devenu le polar aujourd'hui, c'est énorme. Maintenant, le problème, c'est que je trouve que le polar marche très fort, mais du coup, les éditeurs ont tendance à soutenir que certains genres de polar. Donc là, on a eu notre mode, en effet, des polars nordiques, et c'était très bien, parce qu'il y a de très beaux auteurs qui ont émergé grâce à cela. Mais je pense qu'il y a plein d'autres voies du polar. Il y a autant de voies du polar que d'écrivains du polar, et ça serait bien qu'il y ait une plus grande variété de styles qui se développent. Donc par livre de chevet, je pense que tu entends les livres que je suis en train de lire en ce moment, ou les livres cultes. Donc écoute, je vais répondre aux deux. Alors mes livres de chevet, donc ceux que je suis en train de lire en ce moment, je suis sur 2 bouquins en ce moment. J'aime pas trop lire de livres en même temps, mais là il y en a un que je trouvais plus, donc je me suis un peu mis sur l'autre. Donc je lis d'un côté le dernier Frontilier, le manuscrit inachevé, parce que j'adore cet auteur. C'est aussi humainement un mec assez extraordinaire, et d'une humilité, d'une bienveillance vraiment rare. Et puis au-delà de ça, c'est un peu le maître, donc c'est toujours agréable de le lire. Et puis en plus, moi j'aime beaucoup les one-shots qu'il fait Franck, c'est-à-dire que je suis un peu moins fan de la série Charcot & Bell, mais c'est personnel, c'est simplement parce que moi j'aime bien les histoires qui se tiennent aussi, qui sont indépendantes. Donc là je m'éclate avec le manuscrit inachevé, et j'ai attaqué aussi Sur Tension d'Olivier Norek. Je lis les bouquins d'Olivier un peu dans le désordre, parce que j'avais lu son premier, et j'ai lu Entre deux mondes, donc j'ai lu son premier et son dernier. J'ai adoré Entre deux mondes, j'ai trouvé que c'était une fable très forte, très puissante, sur l'horreur de la jungle de Calais, et puis sur combien on peut tous fermer un peu les yeux à notre manière. J'ai aimé encore une fois la sincérité que dégageait ce livre, parce que c'est un sujet qui est tellement casse-gueule, je trouve, et je trouve qu'il, grâce à sa sincérité envers ses personnages, il a réussi à faire quelque chose de fort. Donc je suis sur Tension, qui est donc peut-être un peu plus classique, parce que là on est un peu sur du milieu carcéral, mais j'aime son écriture, je trouve qu'il va à l'essence, c'est un écrivain qui est très percutant, et en même temps hyper documenté, et donc j'aime beaucoup. Après, moi mes vrais livres de chevet, on va dire les livres qui sont toujours là dans ma tête ou dans un petit coin de mon cœur, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais je pourrais rajouter, qu'est-ce que je pourrais rajouter, La Route de Cormac McCarthy, qui est un bouquin qui m'a vrillé l'âme, dans tout, dans l'écriture, cette écriture hyper épurée, hyper sèche, très rugueuse, qui va à l'essentiel, avec des phrases très courtes, et puis des éclats de lumière comme ça qui jaillissent à travers toute cette noirceur, cette relation entre un père et un fils après la fin du monde. C'est un bouquin qui m'a marqué durablement. Qui d'autre encore, dans le même style, on pourrait dire Voyage au bout de la nuit de Céline, malgré l'auteur, le roman reste quand même un chef-d'œuvre absolu, pareil, de noirceur, mais en même temps de lumière, d'une écriture tellement remarquable. Je pourrais, alors pour revenir plus un peu vers le polar, le thriller, puisqu'on parle un peu de ça, moi mes auteurs phares, c'est, on va dire, j'aime beaucoup des auteurs comme James Ellroy, Le Dahlia Noir, quelle claque, je veux dire, c'est un bouquin extraordinaire de la profondeur des personnages, la complexité des émotions qui sont suscitées là-dedans, l'enquête elle-même, l'ambiance, et puis ce côté très personnel d'Ellroy, puisqu'il raconte à travers ce polar sa propre histoire, celle de sa mère, qui a été assassinée
Ça a été mon point d'entrée dans James Ellroy, et puis j'ai pas regretté parce que j'ai lu beaucoup de ses livres ensuite. Ensuite, il y a un autre auteur qui m'a marqué ces dernières années, c'est Dennis Lehane, auteur de Boston, qui a fait toute la série des Kenzie Gennaro, avec le point culminant du livre Gone Baby Gone, qui est un superbe chef-d'œuvre. Voilà, c'est un bouquin moi qui encore une fois m'a bouleversé. Un autre livre aussi qui m'a marqué chez lui, mais plus pour la mécanique hallucinante, c'est Shutter Island. C'est pour moi l'un des plus gros page-turners que j'ai jamais lu. Un bouquin impossible à lâcher. Voilà, après en France, il y a aussi des auteurs comme Jean-Claude Izzo que j'ai adoré lire. Tillier évidemment, Granger, voilà. Donc j'en ai plein en fait. Alors, est-ce que je fais des repérages pour écrire un bouquin? Non, parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Tous mes bouquins se passent pour l'instant aux États-Unis, c'est volontaire de ma part. J'aime créer une certaine distance avec ce que j'écris. J'ai besoin d'être dans un domaine un peu fictionnel et en même temps d'être hyper documenté, c'est assez paradoxal. Donc du coup, les États-Unis sont pour moi ce domaine un petit peu qui relève à la fois du rêve et du réel et que je peux à loisir réinventer un petit peu sans cesse. Par exemple, même si moi pour le boulot j'y étais très souvent, j'ai fait beaucoup de voyages aux États-Unis, notamment en Californie. Voilà, donc je connais plutôt bien, on va dire, la culture, les gens là-bas, mais j'aime aussi me perdre dans mes recréations des États-Unis. Et en même temps, étonnamment, je peux dire que je m'y suis rendu puisque je passe ma vie, mais alors ma vie, sur un logiciel que vous connaissez tous, s'appelle Google Maps. C'est-à-dire que dans tous mes bouquins, le moindre nom de rue, la moindre ville existe. Je pousse le vice de manière un petit peu déraisonnable, de sorte que, en fait, par exemple, quand je cite une espèce d'arbre, une espèce de buisson, un oiseau ou un animal, c'est vraiment des animaux spécifiques à chaque région, j'ai besoin de ça. Peut-être que c'est qu'un détail, mais vu que moi j'aime aussi aller à l'essence dans ce que je raconte, c'est-à-dire je fais des descriptions assez courtes, donc j'aime bien que mes lectrices, mes lecteurs puissent s'immerger assez vite, et je trouve que ça apporte une dose de réel qui soutient d'autant plus la fiction, quoi. C'est vraiment comme une sorte de fondation du réel qui me permet ensuite de créer ma fiction et d'entraîner mes lecteurs avec moi. Alors, est-ce qu'il existe une sous-littérature? Alors bien sûr, tu ne t'étonneras pas de m'entendre répondre oh que non. Il n'y a pas de sous-littérature, il n'y a pas de sous-livre, il n'y a que des livres, quoi, et des lecteurs. Je trouve que il y a des lecteurs pour chaque type de livre. Il faut respecter chaque auteur, quel qu'il soit hyper populaire, qu'il fasse des centaines de milliers de ventes. Je veux dire, si des gens aiment ce qu'il écrit, c'est très bien. Évidemment, on critique beaucoup des Marc Lévy, des Guillaume Musso. Moi, je sais pas. C'est pas ma littérature. Hein, je dis pas que je les lis. Voilà, mais je considère qu'à partir du moment où il y a un public en face, c'est des gens qui amènent les Français, les Françaises à lire. Et il y a toujours possibilité que quelqu'un qui va acheter son Marc Lévy va partir ensuite avec d'autres livres complètement différents, des essais, des polars, des thrillers, des témoignages, voilà. Et puis plus largement, non, il n'y a pas de sous-littérature, parce que je pense que le polar, le genre, s'en est déjà pris plein la gueule pendant des années, donc ça serait malvenu pour moi, auteur de noir, d'aller critiquer un autre genre. Au contraire, je pense que c'est la force de la littérature, c'est cette variété incroyable. Il y a une infinité de genres, déjà rien que dans le polar et le thriller, il y a une infinité de styles, d'ambiances, d'univers qui sont autant d'offres de voyages et de rêves pour les lecteurs. Moi je trouve ça génial, hein. Alors c'est sûr, je suis pas sûr que je vais lire de la chic littérature tout de suite, mais bon, si certaines y trouvent un échappatoire, quelque chose qui les nourrit, les transforme, leur fait du bien, c'est très bien. Ce qui importe, c'est lire, point final. Bon, je vais répondre assez vite parce que j'ai déjà un peu parlé de tout ça. Tu l'auras compris, moi je suis très marqué par les auteurs de thrillers américains. En effet, j'aime beaucoup cette écriture qui va à l'essence, qui va au plus juste, au plus près
qui ne s'encombre pas trop de longues descriptions, de longues digressions, de longues tergiversations psychologiques. J'aime que le lecteur s'approprie aussi un petit peu l'histoire, qu'il s'immerge là-dedans, et je fais tout pour effacer toutes les barrières possibles. D'où le recours que j'ai, en tout cas jusqu'à maintenant, la première personne, c'est-à-dire que c'est comme si vous découvriez, quand vous lisez mes livres, des carnets de route, et ça c'est quelque chose que j'aime bien. Ensuite, voilà, moi j'aime la mécanique aussi, donc c'est quelque chose qui m'amuse, avec lequel je joue, donc en effet j'aime le rythme. C'est vraiment important pour moi, je pense qu'il y a un côté composition que j'aime aussi dans l'écriture d'un livre, c'est de jouer voilà, avec les cassures de rythme, les accélérations, créer une sensation de vertige, de vitesse, d'urgence, pour ensuite créer une cassure, créer un bouleversement, arriver avec un petit espace de pause derrière, laisser respirer le lecteur. Je trouve ça moi génial en tout cas, et j'adore les livres, en tout cas moi que je lis, qui sont un petit peu aussi comme ça, comme des montagnes russes dans lesquelles on est entraîné. Moi j'aime tellement quand une lectrice, un lecteur me dit mais j'ai pas pu lâcher votre livre, je l'ai commencé, je pensais qu'à ça, fallait que je le lise. C'est génial, c'est ce que je cherche, donc ça c'est quelque chose que j'aime. Et voilà, donc je pense que j'ai répondu mes influences. Et c'est aussi en effet tous les auteurs de polar contemporains, en effet les Franck Tillier, les personnes comme ça qui ont une écriture un peu les Norek, voilà, tous ces écrivains dans lesquels moi je me retrouve vraiment pas mal, quoi. Moi j'ai souvent l'habitude de dire que lire c'est vivre 1000 vies. Je trouve que la chance qu'on a de pouvoir découvrir tous ces livres, c'est à chaque fois l'opportunité d'un voyage, de partir autant physiquement que psychologiquement à la rencontre, à la découverte de lieux, de personnages, aussi éloignés soient-ils de nous, et je trouve ça génial de se retrouver dans la peau d'un gamin du 18e arrondissement dans les années 70, pour moi, d'un soldat américain en 1970 aussi au Vietnam, ou d'un réfugié de la jungle de Calais. C'est des exemples de bouquins récents, on va dire, ou personnels. Voilà, je trouve que c'est une magie, quoi. Et parce que je pense que lire, ça rend plus tolérant, c'est une ouverture d'esprit, ça fait comprendre un peu mieux le monde, un peu mieux les hommes, l'humanité, je veux dire. Voilà, je trouve que ça rend meilleur, quoi, de lire, donc c'est important. Et puis c'est un besoin, quoi. C'est une respiration, peut-être aussi par rapport à notre réel, une virgule salutaire qui fait du bien parfois. Alors malheureusement, moi je sais pas si je pourrais répondre, je suis pas sociologue ou philosophe ou ethnologue qui pourrait peut-être arriver avec des éléments de réponse clairs là-dessus. Je pense qu'Internet est quand même un outil révolutionnaire, une librairie virtuelle, une bibliothèque virtuelle assez phénoménale. Moi je le vois au quotidien, jour après jour, quand je travaille. Je peux voyager dans le monde entier, trouver la plupart des sources de mes réflexions, du background pour mes histoires, juste en tapant quelques mots sur Internet, sur Google, en poussant un peu mes recherches, alors qu'il y a encore quelques années, j'aurais dû passer ma vie dans des bibliothèques et sans être sûr de trouver vraiment les informations que je cherchais, parce que je cherche des fois des choses très spécifiques. Donc je crois qu'aujourd'hui, Internet, pour les pays qui ont un Internet libre, ce qui n'est pas le cas de tous, c'est quand même une ouverture au monde, une ouverture à la diversité du monde, et je pense que c'est aussi du coup une ouverture à la tolérance et à la différence. Donc je pense que c'est quand même un accès à la culture qui est assez génial, même avec YouTube, même s'il y a beaucoup de déchets sur YouTube, il y a quand même aussi des choses à découvrir assez fascinantes sur le monde, même aussi sur des réseaux sociaux comme Facebook, même si on voit beaucoup de chats et beaucoup de narcissisme, il y a quand même des fois des petites... parenthèse enchantée où on découvre des choses qui sont foncièrement intéressantes et qui nous enrichissent. Donc je pense que voilà, et après la culture existe par ce qu'on en fait et par les moyens qu'on s'en donne. Donc je pense ça dépend des pays, ça dépend de l'ouverture des pays. Certains pays freinent et phagocytent un peu l'accès à la culture, ce qui est un peu dommageable et pathétique. Mais pour les pays qui ont accès à une vraie culture, je pense que aujourd'hui, c'est capital de faire lire nos gamins, de leur faire connaître le monde au mieux, quoi. Voilà.
Oui, sans rentrer trop dans les détails, parce que c'est un petit peu personnel. Moi, j'ai eu des gros soucis de santé quand j'avais 18-19 ans, et voilà, l'écriture m'a sauvé, clairement. C'est l'écriture qui m'a ramené, qui m'a porté, et c'est vraiment ce moment-là que j'ai réalisé à quel point l'écriture était capitale dans ma vie, et je pense que ça a été un moment charnière dans ma vie qui m'a défini, qui définit celui que je suis aujourd'hui, et qui fait que je n'oublierai jamais que l'écriture est mon allié. Ensuite, globalement, non. Oui, pardon. Je veux dire, l'écriture me porte tous les jours de manière plus discrète, mais je veux dire, moi, vous le voyez, hein, je suis écrivain, j'ai fait ce choix, j'ai fait ce défi de me lancer à fond dans l'écriture. C'est peut-être un peu fou, mais j'en avais besoin, j'avais cette envie, ce rêve, et j'en suis très heureux aujourd'hui. Mais non, l'écriture, moi, chaque jour me nourrit, m'apporte, m'enrichit, me grandit. Parce que, à tous les niveaux, je veux dire, quoi, c'est autant dans le pur process d'écriture, où j'adore me raconter mes histoires, me laisser porter par mes personnages, cette phase de documentation dont j'ai beaucoup parlé aussi aujourd'hui, qui me permet d'un peu d'ouvrir mes chakras, découvrir plein de choses, de m'ouvrir au monde, découvrir plein de trucs. Et puis il y a aussi dans l'écriture, je pense quelque chose qui est important pour moi, c'est cette relation qu'on crée avec les lecteurs et les lectrices, parce que je pense qu'un livre s'écrit à deux, c'est une relation de confiance qui est assez géniale, où l'auteur écrit la moitié du bouquin et le lecteur, en le lisant, se le réappropriant, en réimaginant les personnages, l'histoire et tout, écrit l'autre moitié. Et moi, je trouve ça génial, quoi, quand je lis des chroniques, des retours de lecture où je vois que la personne a été immergée dans mon récit, se l'est approprié, a découvert des choses que même moi, j'avais pas vues, ou a senti des choses que j'ai vraiment voulu passer, a été sensible à certaines choses. C'est extraordinaire, voilà. Donc ça nourrit, ça grandit, ça rend meilleur, et voilà, ça me sauve tous les jours. C'est le meilleur des médicaments, l'écriture. Buvez-en. Parce que je l'ai déjà entendu parler, et qu'il est vraiment fascinant, et qu'il est passionnant, et que j'adore l'écouter, je dirais Nicolas Lebel, excellent auteur de polar, qui, pareil, je pense, même encore plus que moi, est fasciné par la documentation, et surtout quelqu'un qui est vraiment fascinant à entendre, et donc voilà. Donc je pense Nicolas Lebel, si tu peux l'inviter, ça peut être cool. Ou sinon, je pense un Maxime Chatham, c'est quand même vraiment quelqu'un qui serait bien d'interviewer, parce que sa parole est trop rare, et puis c'est quand même quelqu'un qui est très important dans l'édition aujourd'hui française, et qui a beaucoup aidé, je pense, les auteurs, qui a fait pas mal bouger les lignes à l'instar d'un Frontilier. Et puis pour rêver un peu, disons, Stephen King, allez voilà. Stephen King, moi ça me plairait bien de l'entendre répondre à tes questions quand même. Donc voilà, c'est terminé. Écoute, merci à toi, Kim. Merci de m'avoir offert cette opportunité. Je sais que j'étais très bavard, je suis désolé. Et puis merci à ceux qui ont tenu le coup jusqu'ici. Hein, ça doit être long. J'espère que vous n'êtes pas endormis, que ça vous a intéressé. Et puis très bientôt pour de nouvelles aventures dans mes livres. Voilà, j'espère. Au revoir.